Aki est la fiancée des Bas-Quartier, ce soir-là. Ce soir-là, il pleuvait des rêves à grands flots, et la pauvre tête de Betty s'était mise à tourner. Son esprit a divagué. Elle était enceinte de 9 mois, mais rien n'y paraissait. Son esprit s'était mis à chavirer. Elle était recherchée. Sur les affiches portant son nom et sa photo, on l'appelait la fiancée des Bas-Quartier. Vinegar Hill ne ressemblait pas à un conte de fées, mais à un quartier dangereux, au lieu de la criminalité. Les policiers étaient aux trousses de l'homme qui avait ouvert le feu la veille, faisant 23 blessés selon un dernier bilan. Elle avait traversé des ruelles désertes où ses pas résonnaient. Elle frissonnait. La pluie glacée se mélangeait à ses larmes. Amère, marchant désespérée, dans cette rue sinueuse qui n'en finissait pas, où elle se mettait à trembler, son ventre pesait et elle sentait bouger en ses entrailles le petit enfant que désormais elle portait trop bien seule. Dan, son fiancé, était resté en France. La rue n'en finissait pas dans ce frimas. Elle avait peur. Quelqu'un semblait la suivre sans jamais la rattraper. Était-ce pour la tuer ou pour la sauver? Elle jeta alors un dernier regard à son adversaire, ce méchant de la rue, et s'enfuit en courant, ressentant d'affreuses douleurs de pré-enfantement. Ses pauvres jambes l'abandonnaient. Son cœur accélérait ses battements dans sa grosse frayeur. Noël approchait, mais pas pour elle. Les lumières de la ville réchauffaient les âmes solitaires semblables à la sienne. Cette ville bien trop grande pour l'étrangère qu'elle était, et ses forces commençaient à l'abandonner. Au coin d'une maison fermée de Brownville, dans le quartier nord de Brooklyn, elle se sentait bien seule au sein de ce ghetto des plus dangereux de New York. Mais elle devait assumer les conséquences de sa fugue, puisque ses parents riches industriels français l'avaient expatriée aux États-Unis chez des cousins éloignés et très riches, eux aussi, afin qu'elle échappe à son bien-aimé, fils de simple contremaître, pourtant bien éduqué, gentil, bien élevé, à la fort belle prestance. Dieu, comme il faisait noir tout à coup. Encore et toujours plus seule, elle ne savait plus où aller. Elle croisait des hommes et des femmes légères, mais semblait ne rien voir d'autre que sa course folle et voulait échapper à ceux qui pouvaient se mettre sur son chemin pour contrer sa décision de fuir. Comme il faisait noir et froid tout à coup, encore et toujours plus seule, mais où allait-elle s'arrêter? Que faire lorsque l'on fuit? Tout devenait rapide et rien ne pressait. Tout était tourment et rien ne lui était épargné. Et la rue se dessinait. Elle devait éviter le quartier de Belfort-Swissong. Elle le savait, mais en était encore bien éloignée. L'idéal était qu'elle se réfugie dans un des 5 quartiers de New York, un des meilleurs pour se loger, pour trouver un refuge salvateur. Mais elle était encore bien loin. Tout en courant, en se traînant, elle rêvait d'atteindre le sud-ouest de Manhattan et mitoyen de Queens. Brooklyn comptait effectivement de beaux quartiers sympathiques et authentiques, mais elle allait avoir à traverser certaines zones dangereuses et sensibles pour les touristes et la fugueuse qu'elle était devenue. Elle croisait des gens étranges de toutes sortes, vêtus de différentes façons. Elle n'avait pas le temps de les détailler. Avait mal, des contractions régulières et une course ralentie par le poids de sa maternité et de ses soucis. Mais elle était volontaire et battante. Elle croisa un vieux chien qui sentait le whisky et titubait. Où était-ce un homme? Elle confondait maintenant les hommes et les bêtes, les malheureux et les gens de bonne robustesse. Elle ne ressentait que sa propre détresse. Il y avait des poubelles en plein cœur de la ville, des bistrots oubliés où les gens s'exclamaient, parfois même vomissaient d'avoir trop bu, et des femmes qui dansaient pour les amuser. Les vitrines aux épis se coloraient aux lumières l'aveuglées dans sa course effrénée, pourtant bien ralentie par son état. Les murs des maisons étaient faits de panneaux publicitaires à demi déchirés, noircis, salis, comme à moitié brûlés. Elle se sentait sale. Il y avait sûrement quelques géantes repues d'avoir trop mangé des hamburgers ou des frites odorantes. Le ciel était cependant étoilé. C'était là sa seule beauté. Elle ne s'était pas encore fait attaquer. Peut-être parce qu'elle était au milieu de son rêve et que les méchants ne la voyaient pas, et pourtant, elle était là. C'était bien elle qui passait, telle une fusée retardée dans sa course folle, par 8 kilos de bonheur malheureux. La criminalité, elle savait qu'elle se devait à tout prix d'éviter Vinegar Hill, juste à l'est de Dumboum, non loin du fameux pont de Brooklyn. Mais ce quartier qui n'avait rien de touristique, c'était là qu'elle avait décidé de se rendre pour qu'on ne la retrouve jamais. Il fallait vraiment qu'elle l'évite, il lui fallait aussi qu'elle y aille. C'était primordial dans son état. Personne ne viendrait la chercher en ces lieux.
Elle était depuis un long moment séparée de celui qu'elle aimait plus que tout. Envoyée par ses parents qui se refusaient toute alliance, figure avec l'amour de sa vie, le père de son enfant à venir. Ayant refusé l'avortement, elle s'était vue embarquée de force par ses vilains parents dans un gros avion en direction des États-Unis, en première classe, afin de rejoindre leurs affreux cousins impitoyables, Rosette et Perceval, qui devaient en quelque sorte la séquestrer. C'était impressionnant. L'avion était sans doute un Boeing 747. Elle était censée s'expatrier, prendre place dans cet avion de ligne au milieu de 450 autres passagers inconnus, être attendue à l'aéroport qui lui semblait être le bout du monde. Elle se sentait comme arrachée à sa terre, à ses racines. Les cousins la veilleraient jusqu'au terme de sa grossesse interdite et l'aideraient à accoucher, puis à délaisser son enfant avant de revenir en France sans lui. Elle était seule, un peu trop seule, avec un maigre bagage, la gorge serrée et des larmes plein les yeux. Le petit qu'elle portait était l'enfant de l'amour, du véritable amour. Alors bien seule, elle cherchait le monde, les gens, les amoureux rassurants, mais elle n'en croyait pas. Certains sur son passage la sifflaient, d'autres se retournaient ou la bousculaient. Elle cherchait vainement la sécurité, une porte ouverte sans trouver un visage souriant. Une douce odeur de marron chaud cuit au feu de cheminée, où à même la rue arrivait jusqu'à ses narines, comme un ravissement en ces lieux si effrayants. Les pieds lui faisaient mal, il lui fallait justement marcher, maintenant marcher, et pleurer en tenant son ventre. Pleurer de trop marcher, de tant marcher. Le pavé ruisselait, seul au milieu de la foule qui la croisait, il lui fallait peut-être marcher pour ne jamais arriver. Les vieilles chaussures de cuir de la demoiselle commençaient à prendre le fruit de la terre, ses pieds, ses chaussettes de laine, ses orteils douloureux se voyaient soudain imbibés d'une eau mouillée et glacée, d'un liquide souillé par la boue des bas-côtés. Elle avait froid, elle grelottait. Sa course folle s'était apaisée, elle traînait ses pieds éclaboussant son pantalon, tachant le long du pull de laine beige, pourtant recouvert d'un long manteau de velours bleu marine. Elle avait des mèches blondes sur les yeux et qui lui tombaient sur les épaules en lourds paquets épais et brillants, bien que légèrement humides et souillés à cause de ses pas dans les flaques d'eau éparses et stagnant sur la route. Maintenant elle ne pouvait plus qu'avancer, telle une limace grasse, essayant de se frayer un passage parmi les barricades et les baraques dressées dans son délire devant elle. Et c'était sans le savoir qu'à cet instant même elle pénétra dans ce quartier malfamé. Fille de bonne famille, crottée par la boue et par les pavés, la moue sur les lèvres, les larmes plein les yeux, ses grands yeux malheureux, ses deux yeux encore bien amoureux, déçus, perdus, et ses cheveux d'un blond si blond, trop long peut-être. Tout devenait rire, féerie et lumière. Tout était aussi petit et tamisé. Il y avait des rougeurs sur les carreaux poussiéreux des maisons croisées. Elle marchait désormais, voyait des verdures sur les murs, des grottes encore inexplorées. Je crois qu'elle délirait. Il y avait même des sortes de tavernes d'Ali Baba. Elle ressentait tout à coup un étrange sentiment de paix et de justice, ainsi qu'un silence reposant qui l'incitait à venir s'étendre près de lui. Ce luxe pauvre et sans odeur, autre que le manque d'entretien, cet amas de confrères endormis qui grouillaient dans des caves, aux côtés de femmes à moitié ivres et nues, ces charmes d'Orient, mal placés new-yorkais, et leur endroit interdit de ses pensées, et surtout de ses rêves, du moins dans ce rêve où elle s'était plongée, là exactement où le danger la guettait, et où elle ne pouvait plus demeurer être elle. Mais où pouvait-elle aller se réfugier? Une porte s'ouvra. Betty n'était encore qu'une enfant de 18 ans. Sa course folle avait déclenché les premiers signes d'un accouchement imminent. Son ventre se faisait dur et douloureux. Ses grands yeux clairs étaient remplis de larmes et son pantalon de tergale noir était mouillé jusqu'en bas à cause de ses premières eaux perdues. Elle s'était arrêtée d'avancer dans le soir et le froid des lumières dangereuses de la ville qui se réveillaient seulement et s'activaient vers minuit. Elle s'était endormie sur un vieux banc en bois usé et très humide. Des rats jouaient à cache-cache dans une poubelle béante petit square, et un vieil ivrogne fatigué lui aussi chantait sur un trottoir usé. Elle était comme bercée par son chant, mais ne l'entendait pas vraiment. Il chantait « Owen the Sense » à gorge déployée et récupérait de modestes pièces données par certains passants argentés, ce qui était très rare dans ce quartier. Betty ne l'entendait ni le voyait, était devenue la fille des bas quartiers, qu'elle épousait de par sa pauvreté. Elle était complètement démunie. Il ne lui restait pas d'argent puisqu'elle s'était enfuie. Mais elle avait un trésor inestimable, ce petit cœur qui battait en elle et qui commençait à vouloir sortir de cet endroit pourtant si douillet, qui avait été mis à rude épreuve durant la récente course de sa mère. Betty a mal. La douleur et le froid envahissaient son corps au fur et à mesure qu'elle croisait des gens étranges et curieux, sales et terrifiants.
Elle essayait d'oublier que le matin même, elle s'était sauvée de chez les cousins, profitant de la complicité du gentil maître d'hôtel qui, la prenant en pitié, l'avait cachée à l'arrière de la voiturette et l'avait déposée en ville prétextant une course très matinale hors du domaine. Elle n'avait pas pu emporter de bagages et n'avait pas d'argent. Et ce n'était pas une petite bourse de secours qu'elle gardait précieusement à l'intérieur de son vêtement et qui servait aux premiers soins du bébé. Un sac à main de toile, en bandoulière, comprenant ses papiers d'identité et son dossier prénatal, était sa seule richesse. Léon, le maître d'hôtel, lui avait conseillé de courir en direction des bas quartiers. Il savait que c'était dangereux, mais qu'elle y serait en sécurité vis-à-vis de l'avis de recherche qui serait sans doute émis après sa fugue. Il avait confiance en Betty et savait qu'une future mère aurait forcément l'instinct de se réfugier dans un lieu correct, même en cet endroit hostile. Betty était maintenant dans le fameux downtown de Brooklyn, cet endroit qui n'avait pas le même visage le jour et la nuit. En journée, aux heures de bureau, elle aurait pu se sentir en complète sécurité. Mais la nuit, cette fameuse nuit de cavale, il était inutile d'y traîner tant il y avait danger. Cependant, elle y était bien arrivée. Un voleur soudain s'était lancé sur elle, qui avait fort heureusement son porte-monnaie dans une poche intérieure, celui qui comptait ses maigres économies, celle-là même qui lui permettrait de survivre quelque temps en compagnie de son futur nourrisson. Le maître d'hôtel et les cousins ne savaient pas qu'elle possédait cet argent. Le voleur avait arraché son sac, non sans délicatesse, avec une extrême violence, ne faisait pas du tout cas de son état de femme enceinte, prête à accoucher. Il s'était enfui en courant, mais n'était heureusement pas allé bien loin. En effet, un policier avait aperçu la scène de l'autre côté de la rue et avait bondi en poignant l'ignoble individu, tout en le secouant, lui passant les menottes. Un autre policier s'approcha de Betty, très choqué, pour lui tendre son précieux sac à main qu'elle remettait en bandoulière, en le serrant très fort, selon les recommandations de ce dernier. Betty parlait très bien l'anglais, aussi comprenait-elle ce que lui disait l'homme de loi. Le policier lui trouvait une mine affreuse et s'en inquiétait aussitôt, lui posant quelques questions, à savoir si elle désirait se rendre en sa compagnie dans le centre hospitalier le plus proche et lui faisant part que ces rues dans lesquelles circulaient coupe-gorge et trafiquants de drogue, ainsi que des prostituées, n'étaient pas un endroit où une aussi jolie jeune femme, étrangère et de surcroît seule et dans son état, devait se trouver. Betty, elle ne songeait qu'à échapper au fait qu'elle soit retrouvée par ses proches, ou par les amis de ses proches, chez qui elle avait été expatriée. Expatriée pour échapper à son grand amour, refusé par ses parents, trop ambitieux pour savoir son devenir, et désireux qu'elle stoppe cette grossesse une fois son terme arrivé. Il voulait qu'elle accouche et qu'elle rentre en France pour déposer le fruit de cet amour interdit dans cet endroit facilitant l'abandon anonymement. Elle avait refusé l'avortement et, aux yeux de ses parents, la seule alternative restait de l'envoyer le plus loin possible de leur entourage afin de protéger la dorure de son blason. Il fallait être dans les normes, respecter certaines règles et que les enfants ne fassent pas n'importe quoi avec n'importe qui lorsqu'on était à la tête d'une grosse entreprise. Il n'était donc pas question, ni envisageable, que Betty échappe à ces règles et qu'elle ne reste pas dans la classe sociale en mettant au monde une sorte de bâtard, à leurs yeux, issu d'une amourette qui n'approuvait pas et ne mesurait pas à sa juste valeur. Le policier, pouvant bien raconter n'importe quoi dans cette langue qu'elle comprenne si parfaitement, et qui se faisait de plus en plus pressante et détective, elle n'en ferait qu'à sa tête. Elle avait mal au ventre, mal au rein. Elle était toute seule, toute souillée, toute mouillée. Ses cheveux étaient noués sur ses épaules et salis par quelques éclaboussures de boue. Ses souliers étaient percés et crottés. Seul son petit était resté bien au chaud dans le fond de ses entrailles. C'était un petit garçon, il le savait. Elle avait eu droit à ses visites prénatales en compagnie de sa mère. Mais cette dernière, insensée, l'avait prévenue qu'elle devait abandonner l'enfant dès sa naissance. Ce que Betty refusait intérieurement. Elle avait simulé le fait d'accepter les conditions données par ses parents, mais elle n'en faisait plus qu'à sa tête. Elle écoutait son cœur de mère, et elle savait que son grand amour était un peu aussi présent à l'intérieur du corps de cet enfant, puisqu'ils l'avaient conçu ensemble. Constatant la pâleur extrême et son refus de le suivre jusqu'à l'hôpital le plus proche dans le but qu'elle y accouche dans de bonnes conditions, le policier a mis sur son téléphone de service le 911 pour envoyer un message vocal demandant que l'on envoie un médecin en déclenchant le fameux pagère. Avec son beeper et que le pageur se déclenche
en voyant les équipiers se rendre à la station et prendre l'engin de secours pour rejoindre l'endroit où désormais Betty grelottait et était complètement tétanisée, assise sur un vieux banc de 8. Bon, alors moi j'arrête la lecture là et je vous souhaite bonne lecture et peut-être de prendre la suite du livre en l'achetant. Voilà, merci.